Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs a été toujours pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission axée sur les commentaires, l'analyse, mais aussi les décryptages de l'actualité. Nous allons aujourd'hui nous focaliser autour des trois principaux sujets. D'abord, la tournée de Félix Tshisekedi dans les Grands Katanga, ex-province du Katanga. Félix Tshisekedi a atterri là-bas depuis hier mercredi. Il va passer quelques jours là. Il a communié avec la population. Il s'est rendu sur place pour donc s'enquérir de la situation et savoir comment fonctionnent les différentes provinces issues du démembrement du Grand Katanga. On va aussi faire les points sur les dossiers Matata Ponyo et Bukanga Lonzo. Pourquoi Matata Ponyo s'agit-il? On va tenter de répondre à cette question au cours de cette émission. Et aussi, on apprend que l'argent serré en train de circuler dans les couloirs du Sénat pour étouffer la levée des immunités des Matata Ponyo. On va chuter avec les prouesses réalisées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Pourquoi on n'en parle pas? Depuis qu'on a décrété l'état de siège, les FARDC, nos forces régulières, ont récupéré plusieurs villes, plusieurs localités. Mais jusque-là, personne n'en parle. Pourquoi ces silences? On va tenter de décortiquer cette question avec sur ces plateaux Emmanuel Chibambe, communicateur de l'UDPS, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé Thomas, bonjour à tout le monde, toute l'équipe rédactionnelle de Congo Buzz Télévision. Et je profite de l'occasion de vous remercier pour cette énième invitation. Merci. Ça fait très longtemps que vous m'avez oublié, mais cette fois-ci... Je ne vous ai pas oublié. Vous êtes tellement nombreux qu'il faut chaque fois trier. Voilà. Sinon, ça va? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Voilà, ça va. Ça va? Super bien. Deux ans au pouvoir ou 2 ans et demi au pouvoir, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de votre bilan? Tout à fait, tout à fait. On est satisfait. Parlant de l'UDPS, c'est ça? Oui, oui. Je suis tout à fait satisfait. Le bilan est largement satisfaisant. Vous arrivez à matérialiser tout ce que vous avez promis et vous arrivez aussi à corriger tout ce que vous avez décrit hier? Je vous dis, depuis que le président Jean-Marc Akabound, l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que notre secrétaire général Augustin Kaouya, depuis qu'ils sont à la destinée du parti, en tout cas, tout marche bien, tout marche bien. Vous savez, dans un ensemble, il ne manque pas des brebis galeuses, hein? Ça existe partout. Mais ces brebis ne sont que mineurs. L'ensemble de la classe, l'ensemble de notre cercle politique de l'UDPS, que je disais, toutes les promesses faites, je disais, par la hiérarchie du parti est en train de se matérialiser. C'est pour ça que je vous ai dit, le bilan est largement positif et surtout satisfaisant. Très bien. Parlons de l'actualité. Matata Ponyo dans les collimateurs de la justice. Mais curieusement, l'homme commence à s'agiter comme pas possible. Il a d'abord fait savoir que lui n'a jamais géré les projets Bukanga Lonzo. Lui comme premier ministre, mais aussi la primature comme institution, n'a jamais géré ces projets. Il a pointé du doigt 4 ministres sectoriels, celui de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget, je crois. Mais l'ancien ministre de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vahamouiti, a répondu Matata Ponyo en disant qu'il doit porter seul sa croix. Lui également n'a jamais été impliqué dans cette affaire. Alors finalement, qui a géré Bukanga Lonzo? Hervé Thomas, dit-on, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Moi, je pense que le premier Matata Ponyo, il ne doit pas s'agiter. Il ne doit pas s'agiter. L'État l'avait responsabilisé de pouvoir gérer ce projet du parc agroalimentaire de Bukanga Lonzo. L'État n'avait pas donné la responsabilité aux différentes personnes que vous avez citées ici dans des différents ministères. Nous connaissons M. Matata Ponyo. Il était le chef de file du gouvernement. C'est à lui que la République doit poser des questions, qu'il rende compte à la République. Maintenant, si il estime que lui, il n'avait pas géré, il y avait d'autres personnes qui ont géré, c'est à lui de pouvoir dénoncer. Voilà, moi, en tant que chef, j'ai eu à responsabiliser un tel ministère. C'est comme ça se passe. Donc, pour l'instant, nous connaissons que c'était M. Matata Ponyo qui était le capitaine de l'équipe gouvernementale à son époque. Donc, c'est à lui de pouvoir rendre compte à la nation par rapport à toutes les greffes qui lui sont attribuées. Mais qui dit vrai et qui dit faux dans ces jeux de ping-pong qui s'installent déjà? Matata a dit, lui n'a jamais géré les projets, il pointe du doigt 4 ministres, et parmi les 4 ministres, il y a un qui réagit pour dire que lui également ne sait rien du projet Bukanga Lonzo. Monsieur le sénateur Matata Ponyo, il doit s'apaiser. Moi, je pense que
il doit affronter la justice. Toute cette prolifération médiatique qu'il est en train de tenir, il qualifie la justice des... Voilà, ça c'est mettre la charrue, mettre la charrue avant le bœuf. Est-ce que la justice l'a inculpé? Est-ce que la justice l'a culpabilisé? Non, la justice a pour rôle de pouvoir interpeller lorsqu'il apprend, il a quelques soupçons. Hein? Si la justice vous soupçonne, elle a droit de vous interpeller, que vous puissiez répondre à tous ces soupçons. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi il s'agite. Il multiplie les sorties médiatiques. Voilà, il est en train de proliférer des sorties médiatiques que moi, je trouve inintéressantes d'ailleurs. Au lieu de garder toutes ces cartouches à pouvoir démontrer la justice, il est en train de mettre la charrue avant les bœufs. En d'autres termes, ce sont des aveux de culpabilité. Il se sent déjà, comme on dit en français, il se sent morveux et il veut se moucher. Alors moi, je pense qu'il doit garder son calme. S'il a des armes, qu'il aille à fond. Moi, j'ai aimé sa déclaration quand il était encore à Conakry. Il a dit, j'écourte mon séjour ici à Conakry pour aller affronter la justice. Il devrait se limiter là. Moi, quand j'ai appris ça sur la radio... La justice est instrumentalisée par la politique. Mais quand il ajoute que la justice est instrumentalisée par la justice... Par la politique. Par le politique, moi, j'ai tendance à lui poser quelques questions. Je vais demander à M. Matata Ponyo, il a quelle balance de mesures pour distinguer que la justice est politisée? Est-ce qu'il a un standard de mesure pour distinguer? Il s'est dit être surpris. Lui n'a jamais géré les projets. Pourquoi on veut seulement responsabiliser lui comme responsable de la débâcle du projet Bokanga Lonzo? Pourtant, il y a des ministères... des ministres bien précis qui ont géré les projets. Donc, M. Matata Ponyo, il veut dire qu'il est super congolais. Ce matin, on venait ici à votre émission, j'ai vu un garçon qui a été interpellé par la police parce qu'il a tenté de voler un beignet quelque part. Donc, celui-là, il est justiciable. Et M. Matata Ponyo, à qui l'État a remis plus de 280 000 $ américains. Millions américains. Et cet argent s'est volatilisé. Donc, qu'on ne demande pas d'explication, M. Matata Ponyo, parce que c'est un super Congolais. Moi, je pense que non. Selon la Constitution, tout Congolais, nous tous sommes égaux. Il n'y a pas un super Congolais, il n'y a pas un petit Congolais. M. Matata Ponyo avait la mission, il avait la gestion de gérer ces fonds, plus de 280 millions, qui étaient destinés par rapport au fonctionnement du parc agroalimentaire. Alors, dès lors que la justice trouve quelques indices des détournements, de la prévarication, il n'a qu'à répondre qu'il affûte ses armes, qu'il nous présente. Voilà, moi, à mon époque, j'ai reçu 280 millions, voilà ce que moi je fais, voilà ce qui a été fait, voilà qu'il nous brandisse en lieu place de pouvoir mener Mais il dit qu'il n'a jamais été associé à la gestion du projet Bokanga Lonzo, ni de près ni de loin. Allez, vous croyez à ça? Il était le numéro 1. Le projet n'est jamais passé par la primature. Il était le chef du gouvernement. Il était le chef du gouvernement. Il est allé plus loin pour dire qu'il y a des ministres dans son gouvernement qui répondaient directement du président de la République. Est-ce que vous êtes sûr que tous ces ministres, les ministres sectoriels concernés dans ce projet-là, pouvaient agir ou réagir sans le cutus de Matata Ponyo? M. Matata Ponyo, à l'époque, il fit le tout pour Il y a des ministres qui répondaient directement des... Non, c'est faux. Moi, je ne pense pas que le ministère de l'Agriculture ou celui des Finances dépendant. Et d'ailleurs, le ministre de Finances, à l'époque, nous n'avions pas un ministre délégué. Ah, nous n'avions pas un ministre de Finances. Il y avait un ministre délégué. Il n'avait pas fait... Il y avait... Non. L'ont fait. Non. Jusqu'à la fin de sa mandature, il y avait toujours ce poste-là, le ministère de Finances, le ministère délégué à la Finance. C'était M. Patrice Kitté, mais si j'ai bonne mémoire. Ça veut dire que le poste de ministère de Finances, c'est Matata Ponyo qui le gérait. Mais ce qui dépendait directement, j'ai dit bien, je place le mot directement, de M. Matata Ponyo. En d'autres termes, M. Matata Ponyo qui était en même temps Premier ministre, en même temps ministre des Finances. Matata a même présenté Kitté comme l'un des meilleurs ministres des Finances que le Congo n'ait jamais connu. Voilà. Donc moi je vous dis, en tout cas, cette prolifération médiatique de M. Matata Ponyo, en tout cas moi, je suis un intellectuel, quoique n'étant pas un professionnel de droit, mais le voir faire des déclarations, multiplier des déclarations que moi je qualifie en pêle-mêle, démontre que M. Matata est en train de faire des aveux de culpabilité. Il est en train de s'agiter inutilement. Moi je pense qu'il affûte ses armes. Il a dit qu'il va affronter la justice. Qu'il aille affronter la justice s'il a des arguments. D'ailleurs, moi je souhaiterais que ce procès soit télévisé,
comme celui de l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, pour que la nation soit consciente, pour que la nation définisse réellement si Matata Ponyo a été coupable ou pas. Parce que nous ne voulons pas que le procès ne soit pas diffusé. Quand la justice va déterminer les responsabilités, qu'on dise, qu'on crie, voilà, c'est un acharnement politique. Moi, je voulais que c'est politique. Voilà. Pour éviter, pour que nous n'arrivions pas à cela, il faut que ce procès soit vraiment télévisé. Très bien. Sur la chaîne nationale. Parlant du procès politique, il y a des langues aujourd'hui qui pensent que l'UDPS est derrière les coups qu'on veut administrer à Matata Ponyo. Il serait un potentiel plutôt candidat président en 2023. Il aurait plutôt le soutien des institutions de Bretton Woods. Il y a aussi des gens qui pensent que, selon les mêmes rapports de l'IGF, certains engins de Bukangalonzo se trouvent ou se trouveraient dans la ferme de Vital Kamerhe et d'autres chez Patrice Kitebe. Alors, les deux ont démenti cette nouvelle. Alors, finalement, est-ce que toutes ces langues qui accusent l'UDPS d'être derrière ces coups n'ont-elles pas raison? D'ailleurs, vous parlez au conditionnel. Moi, j'ai fait les sciences de l'information et de la communication. Je sais, lorsqu'on me pose une question au conditionnel, je sais que c'est une question qui est, entre guillemets, en état de désuétude. Hein. Vous ne confirmez pas, donc vous avez dit certaines langues. Ça veut dire que moi, je vous demanderai d'aller encore en profondeur. Vous puissiez encore puiser des informations, des bonnes sources si réellement ce que les gens accusent l'UDPS est vrai. Mais moi, étant membre de l'UDPS, je connais très bien mon parti. Aucun membre de l'UDPS n'occupe une fonction au sein des institutions judiciaires. Quand je prends d'abord notre président Jean-Marc Kabounda Kaboun, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, donc il n'est pas membre d'une structure judiciaire. Quand je prends notre secrétaire général, Augustin Kabouya, Chilumba Monabouté, il n'est même pas membre du gouvernement, il n'occupe aucune fonction officielle. Je ne sais pas, et toutes les autres autorités, je ne sais pas qui occupe aujourd'hui une fonction ou bien dans une structure, dans une juridiction pour pouvoir instrumenter comme vous avez dit. Donc moi je pense que ce sont des détracteurs de nos autorités. L'UDPS n'y est pour rien. D'ailleurs, moi, je vous dis, si vous dites que c'est un potentiel candidat en 2023, un potentiel challenger du chef d'État, moi, je m'en moque. Moi, j'ai tendance même à vous poser la question, même si je n'ai pas qualité. Il a les soutiens des institutions de Bretton Woods. Écoutez, je vous dis, vous pouvez avoir tous les soutiens du monde. C'est un bon élève pour eux. Écoutez, je vous dis, on peut vous prendre aujourd'hui Hervé Itoma, que vous ayez tous les soutiens du monde entier, que vous ayez les soutiens des États-Unis, de la France, de quoi que ce soit. Dès lors que la population congolaise ne vous connaît pas, nous l'avons vu que M. Kachala, Oscar Kachala, on nous a 2006-2011. Voilà, en 2011, qu'il avait le soutien des États-Unis, il avait le soutien des institutions de Bretton Woods, il n'a même pas fait 1%. Nous avons une jurisprudence, M. Oscar Kachala. Donc ça veut dire que M. Matata Ponyo aujourd'hui, moi je vous dis, même moi, Emmanuel Tibamé qui vous parle, vous allez les battre. Mais je vous dis, non, écoutez, même un petit exercice, que nous allions à Moudi, que nous allions à Maloueka, que nous allions à Don Bosco, que nous allions à Lutendele, que nous allions à Mimosa, là où moi j'ai érigé ma base, je vous dis, M. Matata Ponyo n'aura même pas 1000 voix. Face à moi, Emmanuel Tibamé. Donc, il ne faut pas chercher à réduire le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, avoir un challenger à la personne de Matata Ponyo. Ça, c'est réduire le chef d'État à une basse expression. Donc, moi, je ne peux pas permettre que certaines langues, c'est pas vous, ça ne vient pas de vous. Je ne peux même pas entendre cela même de mes oreilles. Très bien. Matata Ponyo, qui n'a même pas un aura prépondérante pour pouvoir faire face au chef de l'État lors des élections 2023. Il y a aussi une autre nouvelle qui circule. Je vais encore l'annoncer au conditionnel. L'argent serait en train de circuler dans les couloirs du Sénat pour étouffer la levée des immunités parlementaires de Matata Ponyo. Alors, là, je profite de l'occasion pour interpeller les sénateurs, disons que c'est la vie de la nation. Si vous estimez que vous devez percevoir l'argent, j'ai dit, si vous estimez, parce que moi, je n'ai pas l'information, c'est une question qui m'est posée, je suis dans l'obligation de pouvoir répondre. Messieurs les sénateurs, si vous estimez que quelqu'un aurait dilapidé de l'argent de cette façon à la personne de Matata Ponyo et que ce donné puisse venir vous corrompre pour que vous ne puissiez pas voter la levée de ces immunités, vraiment, moi, je vous dis, ce serait catastrophique. Il ne faut pas se livrer dans ce théâtre-là. Je vous demande, d'ailleurs, lui-même, il a émis le vœu de pouvoir affronter la justice. Donc, vous n'avez qu'à voter la levée de ces immunités, qu'il aille vraiment affronter la justice, justement. Donc, ne percevez pas cet argent, ou soit percevez cet argent, bouffez-le,
mais voter pour la levée de ses immunités. Très bien. Prenons le deuxième sujet de l'émission, état des sièges. Le gouvernement militaire déjà en place, les cabinets de 5 personnes qui devraient leur accompagner jusque-là n'est pas encore dévoilé. Ça sera fait certainement dans les jours qui viennent. Et la bonne nouvelle est que le FARDC, longtemps présenté comme des faiblards, aujourd'hui réalise des prouesses. Mais curieusement, on n'en parle pas, on en parle moins. Qu'est-ce qui ne va pas? Très bien, Hervé Thomas. Vraiment, vous êtes un pro vraiment, je vous félicite. C'est pas pour vous amadouer. Vous savez, nous devons avoir la culture de reconnaître aussi le mérite des uns et des autres. En tout cas, je suis tellement flatté, je vous félicite. Merci beaucoup. Vous et Maître Christian Bossembe. Je n'ai vu que Christian Bossembe. Et vous qui me posez cette question, de pouvoir parler, de pouvoir mettre sur la toile les prouesses que font non, forces armées. Pas plus tard qu'hier, ils ont récupéré 15 villes, et 15 villages plutôt, voilà. En Ituri. Aujourd'hui, les FARDC font un travail de titan qu'on doit reconnaître. Le journaliste a le droit, il a le devoir d'informer. Moi, on m'a appris 3 choses, 3 missions dévolues en journalisme. Moi, on m'a appris à former, à informer et à divertir. C'est ça là les 3 missions dévolues à un journaliste. Il faut informer quand il faut. Aujourd'hui, quand on nous balançait des images macabres tuant des Congolais bénis, toute la presse était au premier plan. Tout le monde, même ceux qui sont venus, même ceux qui sont venus dans les images où on tuait nos compatriotes, mais là, il y a des prouesses réalisées par les FARDC. Voilà, c'est affreux. Il n'y a plus de relais. C'est tellement affreux et c'est affreux, je disais, et pénible de voir la presse congolaise se taire. En commençant par la RTNC, qui est la chaîne nationale. Moi, j'ai déploré tous les moyens par le gouvernement. Cette politique de 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, les FARDC, pas plus tard qu'hier, ils ont récupéré 15 villages en Ituri. Il y a eu dans les territoires de Djougou. Dans le territoire de Djougou. Il y a eu réédition, 7 groupes armés qui se sont rendus au FARDC. Mais là, la presse, silence radio. Quand il s'agissait de tuer des Congolais, on nous balançait des images à longueur de journée, à longueur de prédication, que Félix Tshisekedi ne faisait rien. Il ne voyait que nous devons quitter cette zone-là de ne voir que des trains qui n'arrivent pas en gare. Lorsque vous voyez des prouesses faites par l'armée, il faut aussi en parler. Il faut aussi en parler. C'est ça. C'est pour ça que moi je vous félicite, vous, Hervé Thomas, personnellement, et le maître Christian Bossembe, parce qu'il n'y a que vous. Moi, je n'ai vu aucun journaliste en parler. Et j'en profite également, interpeller la cellule de communication, même de la présidence de la République. Justement, on a limogé le Kabouanga, les Olivier Omanga. Il faut en parler. Mais Abraham Lokabouanga n'est plus. Il y a maintenant M. Christian, Eric Nindo, tout qu'on sort. Il faut en parler. Il faut en parler. Bien sûr, nous sommes des communicateurs du parti. C'est ce que nous faisons, nous, des jours. Moi, je le fais d'ailleurs. Je le fais. Mais vous n'avez pas une fonction officielle. Je n'ai pas une fonction officielle, mais je le fais. Alors, ceux qui ont des fonctions officielles, ils ne le font pas. Les gens qui sont rémunérés gracieusement pour faire ce travail, il faut qu'ils le fassent, mais ils ne le font pas malheureusement. Mais nous serons toujours là au premier pas. Et pire encore, même la RTNC. Vous allez suivre les JT de la RTNC du début à la fin. On n'en parle pas. Donc c'est une occasion. C'est une occasion. Moi, j'attends le retour du chef d'État. Je vais encore demander cela. Il faut vraiment, même la chaîne nationale soit vraiment toilettée du fond à comble, du sommet jusqu'en bas. Parce que on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, les FARDC font un travail harassant, un travail de titan. On n'en parle pas. Pourquoi? Ils veulent tout le temps nous montrer des images tuant nos frères. Ça les achante. Mais lorsque le FARDC récupère, aujourd'hui, la paix semble déjà... Il y a vraiment un regain d'espoir de la paix au niveau de Béni et Ituri. Mais personne n'en parle. Silence radio, silence des cimetières. Sans moi, Emmanuel Tshibambe, étant communicateur de mon parti du DPS, étant... je suis l'un des chefs des gardes de l'Union sacrée. Ça, je le dis. Je me suis octroyé ces titres-là parce que moi, j'accompagne le chef de l'État dans toutes ces actions. Je ne cesserai de le dire partout. Tout ce qu'ils font, le FARDC accompagne du commandant suprême, le chef de l'État. Nous serons là nuit et jour. Mais pour finir, c'est pas à cette question, j'en appelle également une fois de plus au service de la communication de la présidence de pouvoir communiquer suffisamment. Vous ne communiquez pas suffisamment et ça nous fait très mal. Les porte-parole du gouvernement aussi et dans d'autres choses apparemment.
Et ça aussi, c'est aussi la mission dévolue au porte-parole du gouvernement. Il doit nous communiquer à chaque instant qu'il y a des résultats positifs. Donc moi, je pense que l'honorable ou l'excellence Patrick Mouya, mon collègue d'université, je suis fier de vous d'être ministre de communication. Vous devez faire votre travail comme il faut. Lorsque le FRDC récupère, vous devez passer, communiquer à la population. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de toute cette communication. Parce que dans les jours passés, les mois passés, on nous parlait, on nous brandissait des images macabres, des images funestes, tuant nos combattants. Aujourd'hui, la prouesse est en train d'être faite au niveau de nos forces armées. Il faut aussi en communiquer suffisamment. Est-ce que les problèmes avec les services de la communication du chef de l'État, les problèmes avec la RTNC, les problèmes avec les porte-parole du gouvernement, ce sont les moyens qui manquent ou c'est la compétence, l'expertise qui manque? Moi également, je me pose cette question. S'il faut parler de moyens, je ne pense pas. S'il faut parler de la compétence, je doute. Parce que je connais quand même, au niveau de la présidence, je connais quand même pas mal de personnes, des pros de la communication. Même celui qui a été récemment nommé, M. Eric Lindo, ce n'est pas un novice. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Moi, je pense que le moyen financier ou quel moyen? Les moyens financiers et tout. Moi, je pense que le moyen financier, il y en a. Mais ce qui se passe, je n'arrive pas à déterminer pour savoir pourquoi ils n'arrivent pas à bien faire leur travail. Ça, c'est dans le... Je m'excuse, ça, c'est dans le secret du chef lui-même. Je ne vais pas trop m'apaisantir sur ça. Bien. Je pense que nous allons booster pour que les choses puissent vraiment marcher convenablement. Nous allons booster. Nous continuerons toujours de booster pour que... Qui se réveille dans cette léthargie que moi, je qualifie d'être comateuse. Ça ne peut plus continuer comme ça. Quand le chef avait dit qu'ils sont le Bandai, dans tous les secteurs, quand le chef a remanié, quand le chef a relégué M. Abraham Lokabwanga, parce qu'il avait estimé qu'il y avait quand même quelques soucis dans ce secteur. Alors, celui qui a remplacé M. Abraham Lokabwanga doit comprendre que non, mon prédécesseur a été limogé parce qu'il y a eu léthargie dans ce secteur. Et moi, j'ai comme mission de pouvoir relever, de pouvoir remonter ce secteur-là. C'est ça la mission qui lui est dévolue. Donc, moi, je pense qu'il doit se réveiller et communiquer suffisamment. Moi, je parle ici de communiquer suffisamment parce que on pouvait bien me nommer dans ce secteur-là. Je présume que je ferais bien mon travail parce que c'est ce que moi j'ai appris. Vraiment, c'est ce que moi j'ai appris. C'est ça ma formation académique. C'est ça ma profession également. Alors, moi, je ne suis pas nommé. Je vais bousculer celui qui a ce poste-là. Quand je vois qu'il est en train de pêcher ce travail-là, je serai là pour le bousculer, pour le booster, pour qu'il fasse bien son travail. Très bien. L'état des sièges se poursuit pour 30 jours. Et pendant ce temps, vous venez déjà de vanter ici les prouesses des FRDC. Quelle est la suite des événements? La suite des événements, nous n'avons qu'une seule suite. Enfin, nous n'avons qu'une seule mission. La seule mission est celle du rétablissement de la paix dans cette partie de l'Est. C'est ça. S'il faut qu'on fasse tout pour que la paix revienne, je suis même tenté de dire, d'emprunter la phrase de l'ancien président Mobutu, même s'il faut tisser des relations avec le diable pour que la paix soit rétablie, nous le ferons. Parce que nos compatriotes ont beaucoup péri dans cette partie est du pays. Nos oreilles sont bourrées d'entendre la chanson, le refrain, guerre à l'Est, tuer. On en a donc, moi, mes oreilles sont bourrées là. J'ai très mal quand j'entends ce refrain, cette phrase. Cette fois-ci, le chef a dit, il a instauré l'état de siège, il a nommé des gouverneurs militaires pour que la paix soit rétablie. Très bien. C'est ça la suite. Il n'y a qu'une seule suite. On va tout faire pour que la paix se rétablisse dans cette partie est du pays. Un autre problème, c'est aussi les rapports établis par les ONG des droits de l'homme qui accablent aujourd'hui les gouverneurs militaires nommés à la tête des provinces en conflit. Ce sont des anciens rebelles, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Alors finalement, lorsqu'on tuait les gens au niveau du Nord Kivu, de l'Ituri, je n'ai pas vu une seule ONG lever son petit doigt pour dire non, voilà, il y avait tuerie. Mais aujourd'hui, au nombre des gouverneurs militaires, il y a quand même des efforts louables et ce sont des ONG qui se mettent à la première position pour dire qu'on a nommé des militaires rebelles. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, moi, ces ONG, moi, je l'ai toujours dit, ce sont des entreprises à but lucratif. Toutes ces ONG qui vont pas. Ce sont eux qui nous ont claironné ici, noir, nuit et jour, qu'on tue des gens à l'Est. Il y a des rapports qui sortent après chaque 3 mois.
on était tellement saturé avec leur rapport. Aujourd'hui, le chef d'État prend la décision qui est d'ailleurs louable, une décision qui est d'ailleurs féconde, parce que ça donne déjà des fruits. Il a même balayé d'un revers de main toutes les critiques fondées contre voilà. le Et ce gouvernement sont ces militaire. ONG qui viennent ici dire, ces rebelles, ces gouvernants sont des... Écoutez, être rebelle, ce n'est pas un péché de lèse-majesté. Il y a de ceux-là qui n'ont pas fait la guerre dans ce pays. Il y a de ceux-là, il y a certaines personnes qui n'ont jamais été des rebelles, mais qui ont fait beaucoup du mal dans ce pays, plus que même de rebelles. Ils ont été rebelles, oui, parce qu'à un moment donné, ils avaient estimé que la politique menée l'ancien président Joseph Kabila n'était pas bonne. Alors, ils se sont rebellés pour que ensemble, on puisse trouver une solution, parce qu'ils estimaient que M. Kabila ne gérait pas bien. Ce droit-là est reconnu dans la Constitution. C'est reconnu dans notre Constitution. Alors, ils ont lutté, ils ont milité pour que M. Kabila comprenne leurs revendications. Enfin, Kabila avait compris, il les a appelés, ils se sont mis ensemble. Alors, pourquoi rappeler l'étiquette des gens d'hier, aujourd'hui, ça n'a aucune corrélation. Ils sont rebelles, ça je reconnais, mais il y a des Congolais qui ont fait pire que ces rebelles. Il y a des Congolais qui ont tué, il y a des Congolais qui ont mis ce pays, qui ont admis ce pays en état aux soins intensifs. Entre autres, surtout l'affaire Boukangalose. Moi, je vous dis, cette affaire-là, plus de 285 millions. Ça, c'est admettre le pays aux soins intensifs. Moi, je vous dis, vous connaissez l'état dans lequel le chef d'État a hérité de ce pays. Alors, ceux-là qui ont tué, qui ont mis ce pays à genoux, qui n'ont jamais tué, comme vous, ils ont fait beaucoup de mal plus que ces rebelles. Ils sont plus congolais que ces rebelles-là. Ils ne sont pas plus congolais que ces rebelles. Moi, j'estime, ayant été anciens rebelles, je reconnais, mais pour l'instant, ils travaillent pour le bénéfice populaire. Moi, je pense qu'ils méritent d'être là. Que ces ONG se taisent, que ces ONG attendent la finalité de l'état de siège. Nous allons leur donner de la matière à la fin de l'état de siège. Qu'ils se taisent, qu'ils laissent la politique que mène Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le rétablissement de la paix dans la partie Est, qu'ils attendent le résultat de cet état de siège. On n'a pas besoin de toutes ces critiques rebelles, tout comme ça. Il n'y a pas plus rebelle que celui qui a tué ce pays. Il n'y a pas plus congolais que celui qui a tué ce pays. Voilà. Très bien. On va terminer l'émission avec la tournée du chef de l'État dans les Grands Katanga. Le président a été hier à Lubumbashi. Il est annoncé aussi au niveau des Kolwezi, je crois. Le président a communié avec la population. J'ai beaucoup aimé la communication du chef. Il a botté en touche les critiques contre les gouverneurs nommés. Il a parlé des affaires des minéraux. On doit voir clair. Alors, comment avez-vous jugé ou quelle lecture avez-vous faite d'une manière globale de la communication du chef de l'État? Bon, de manière globale, d'abord, la communion qu'il y a eu hier entre la population katangaise, je parle de l'ensemble du Grand Katanga, et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi j'ai été ému. À un moment donné, on nous a fait croire que les Katanga seraient balkanisés. Le Katanga aurait des intentions de pouvoir être saucissonné. Mais j'ai été vraiment ému de voir cette communion de la population qui a demandé au chef de l'État d'ailleurs de pouvoir faire même 100 ans. J'ai entendu les gens, nous voulons que vous fassiez 100 ans au pouvoir. Vous voyez, même si Félix Tshisekedi ne fera pas 100 ans parce que c'est un démocrate, c'est pas un dictateur. Mais écoutez, Hervé, je suis tenté de dire que la loi suprême, c'est la volonté populaire et la loi suprême. Ça, je vous le dis. Même si la Constitution interdit à un chef d'État de faire 3 mandats, ça c'est la Constitution. Mais la loi suprême, vous connaissez, c'est la volonté populaire qui est la loi suprême, qui est plus que la Constitution. Parce que c'est cette population qui a rédigé cette Constitution. Je ne dis pas que le chef doit aller au-delà de 2 mandats. Moi, j'ai dit par rapport à la demande de la population katangaise hier, qui a demandé à un chef d'État de pouvoir faire 100 ans au pouvoir. Ça, c'est un autre sujet. Donc, ça veut dire, pour finir rapidement, j'ai été vraiment émotionné de voir cette population qui communiait avec surtout le discours du chef d'État qui a demandé aux Katangais d'être vraiment agglomérés, d'être fédérés, unis pour combattre tous les ennemis du pays et que nos minéraux, le bénéfice de nos minéraux nous revienne, nous, les fils de Katanga, congolais de manière en général, et que la population katangaise ne soit pas manipulée par qui que ce soit. Donc ça, vraiment, j'ai été tellement émotionné, tellement ému. Je pense que nous devons aller dans cette logique, dans cette dynamique, jusque même à l'infini, jusque même au dernier jour de la vie, avec nos amis, nos frères de Katanga. Je pense qu'aujourd'hui, le chef d'État va se rendre
il est déjà en cours de route vers le Lualaba. Je pense que ce sera le même discours avec nos amis de Lualaba. Donc ici, l'intérêt est que nous sommes tous le fils du Congo et que tout le monde puisse communier avec le chef d'État parce que c'est lui le numéro 1 du pays. Il n'y a pas deux. Il n'y a que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a une vision. Quand le chef de l'État a accepté de mettre fin avec ses partenaires pour le bénéfice du pays, ça déjà c'est un acte. Il a rappelé même. Ah voilà, ça c'est un acte tellement, un acte explicite, un acte qui explique que Félix Tshisekedi a le souci de pouvoir transformer ce pays. Il a mis fin avec toutes les relations avec ses partenaires qu'il a mené dans une autre direction que celle lui il avait comme vision. Donc moi je pense que apportons-lui notre soutien. Il a vraiment le souci de pouvoir transformer ce pays. Donc je profite de l'occasion pour saluer tous mes compatriotes du Grand Katanga, Lualaba. D'ailleurs, j'ai failli même être dans la délégation du VPM Daniel Asselo. Mais malheureusement, j'ai raté le vol. Mais ce n'est pas, il y a mes amis qui me représentent là, qui sont également là. Ce n'est pas la dernière occasion. Mais ce qui est important est que il y a quand même une communion entre la population katangaise et le chef de l'État. Très bien. Alors, le chef de l'État est annoncé à Kolwezi, dans les Lualaba, une province où il y a conflit entre Richard Mouyej, gouverneur, et Madame la vice-gouverneure Fifi Masuka, je crois. Masuka, oui. Voilà. Alors, est-ce que ça sera l'occasion pour les présidents d'essayer de rétablir de l'ordre dans cette province? Bon, une voie qui, pour moi, n'est pas possible, d'autant plus que Mouyej est ici à Kinshasa, bloqué, semble-t-il, par les pouvoirs en place. Alors, comment régler aujourd'hui les conflits à la tête de ces provinces? Le chef de l'État, c'est le père de la nation, et lui-même, je crois, il est déjà en cours de route. Il va, d'ici d'ici quelques minutes, il va aller voir arriver le sol de Lualaba. Il va d'abord s'enquérir, s'imprégner lui-même de la situation qui se passe là-bas. Il va palper de ses doigts ce qui se passe réellement là. S'il y a quelques ondes d'ombre, il va rétablir la paix. Il doit rétablir la concorde nationale de tout le peuple de Lualaba. Moi, je pense que s'il y a des problèmes liés au fonctionnement de la province, des uns des autres, le conflit, le chef est là, il est mieux placé. Je pense qu'il va appeler les uns et les autres à pouvoir mettre de l'eau dans leur vin pour que enfin la solution soit trouvée, que la paix règne dans le Lualaba. Donc ça, c'est d'ailleurs le cadet de tous les soucis. Le grand souci est que la paix d'abord soit rétablie au niveau de l'Est du pays. Et le reste des conflits ne sont que mineurs. Hein. Ça peut se résoudre, ça peut rapidement se résoudre, ce que je voulais dire. Voilà. L'émission est terminée en quelques secondes. Les FPI annoncent la vente aux enchères de la villa de Trifon Kinkemulumba au mois de juin 2021. Alors, Kinkemulumba qui ne s'est pas apuré ses dettes avec les FPI. Moi, je pense que tout débiteur du FPI, je disais, tout débiteur du FPI doit pouvoir tirer des conséquences. Parce que moi, j'ai suivi des communiqués. Tous ceux-là qui ont prêté de l'argent au FPI, qui sont insolvables, cette fois-ci, le FPI va procéder à des recouvrements forcés. Notamment, on va faire des saisies et puis faire la vente aux enchères, comme vous avez cité. Moi, je pense que M. Kinkemulumba, il est dans l'union sacrée. Comme vous avez dit, être dans l'union sacrée, ce n'est pas une blanchisserie, ce n'est pas une blanchisserie, n'est-ce pas? Si vous avez vos péchés, vous allez le payer. Si vous avez tué, vous allez répondre. Un peu comme Bakonga dans l'union sacrée. Un peu comme Willy Bakonga paye déjà. Oui, Willy Bakonga était dans l'union sacrée, mais il est en prison. Parce que les gens ont cru, pour que mes péchés soient lavés, il faut que j'adhère dans l'union sacrée. Non, nous leur avons déjà averti. Le fait de venir adhérer dans l'union sacrée ne vous donne pas lieu de pouvoir, voilà, ne donne pas lieu à l'élimination de vos péchés. Non, vous devez payer, vous devez répondre de vos actes. Ça veut dire, M. Trifon Kinkemulumba ne fait que payer les actes qu'il a eu à poser pendant qu'il était dans l'exercice du pouvoir. Donc, moi, je félicite, je dis bien, je félicite le FPI pour ce geste. Il faut que cela se fasse ainsi pour que ça serve de leçon aux autres qui vont venir et à d'autres générations. L'émission est terminée en quelques secondes. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et puis on va se séparer. Je demande aux Congolais dans son ensemble, même ceux de la diaspora, de pouvoir prêter main forte au FRDC, au chef de l'État dans son initiative. Je demande à tout le monde de pouvoir être derrière le commandant suprême des forces armées, d'être derrière nos forces armées, le FRDC, surtout toutes les prouesses que font les FRDC, nous devons
proliférer, nous devons le vulgariser, nous devons les soutenir financièrement, moralement, psychologiquement, donc sur tout le plan. Donc, soyons toujours agglomérés, que personne ne vienne nous diviser, les Congo restera un et indivisible. Emmanuel Tshibambe. Tous ceux qui veulent me contacter, tous ceux qui veulent me critiquer, me faire des critiques, que ce soit objectif ou subjectif, je peux passer mon numéro de contact si vous voulez bien. C'est le plus 243 81 40 50 220. Plus 243 81 40 50 220. Emmanuel Tshibambe, merci de votre passage. Merci Hervé Thomas, le plaisir est tellement partagé. Très bien. J'espère que je vais vous retrouver très prochainement. À tout moment. Ça en est fini pour cette émission ActuBuzz. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.